Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors la vidéo aujourd'hui est consacrée au portefeuille compte titre ordinaire. Nous sommes dans la deuxième saison, c'est l'épisode numéro 4. Donc on peut voir que le total du compte, on est toujours en dessous des 20 000 euros, 19 728 euros, avec une plus-value cumulée de 3 306 euros. Si on regarde la répartition dans les secteurs, on peut voir que le compartiment technologique donc est maintenant le premier compartiment. Il a encore augmenté depuis la dernière fois. On va voir ça en détail dans la vidéo. On va démarrer par un avertissement. Donc je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais a uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer par le suivi des indices US. Donc, alors on est le 16 décembre au moment où je tourne la vidéo. Les comptes sont arrêtés au 15 décembre sur le marché américain. Donc on voit les trois principaux indices, le SP500, le Nasdaq et le Dow Jones. On va démarrer par le Standard & Poor's 500. Donc, qui a connu sur la journée d'hier une baisse de 2,49%, ce qui nous conduit sur un an à moins 17,54%. Voilà, donc on a quand même une baisse assez importante sur l'année 2022 de l'indice Standard & Poor's 500. Mais par contre, si on se projette sur les 10 dernières années, on est toujours en croissance de 171%. Si on regarde maintenant le Nasdaq Composite, moins 3,23% sur la journée d'hier. Sur un an, on est à moins 30%. Donc là, c'est quand même une baisse assez importante. Par contre, on est à 259% à un horizon 10 ans. Enfin, le Dow Jones, une baisse de 2,25% sur la journée d'hier. On est en baisse sur un an de un peu moins de 8%, 7,91%, et une croissance sur 10 ans de 149,98%. Donc l'investissement, c'est bien du long terme, hein, puisque si vous investissez sur les marchés sur le très long terme, on peut voir en tout cas sur les 10 dernières années qu'on est toujours gagnant. Alors, qu'est-ce qui justifie effectivement la forte baisse des derniers jours sur le marché américain? Eh bien, c'est principalement la crainte accrue d'une récession. Donc, la bourse de New York finit donc en baisse jeudi. Ces trois principaux indices ayant enregistré leur pire déclin en plusieurs semaines, alors que se sont amplifiées les craintes de voir les mesures agressives prises par la Réserve fédérale face à l'inflation faire plonger l'économie en récession. Alors effectivement, la Réserve fédérale a décidé d'augmenter en fait son taux d'intérêt qui se situe désormais entre 4,25 et 4,5%. Alors bien sûr, le rythme d'augmentation du rythme a baissé. On avait des hausses de 0,75%, nous n'avons plus que des hausses de 0,5%, ce qui annonce très certainement plutôt une bonne nouvelle, hein. Donc ça voudrait dire que sans doute que le pic de l'inflation est passé. Effectivement, j'ai mis à droite une première représentation graphique qui montre que sur les derniers mois, donc l'inflation est plutôt en baisse. On est passé d'un pic autour des 9,1% au mois de novembre à 7,1%. Donc c'est plutôt encourageant sur le fait qu'il y ait une maîtrise de l'inflation, notamment outre-Atlantique. Et puis le deuxième graphe, c'est une projection de cette courbe ou de cette représentation de l'inflation sur les prochaines années. Donc on peut voir que les projections du Bureau du travail américain, vraisemblablement, on devrait revenir à un niveau d'inflation, on va dire, historique,
autour de la fin de l'année 2023, courant d'année 2024. Donc on risque d'avoir une année 2023 sous le signe d'une inflation encore forte, mais une inflation qui est en baisse. En tout cas, ce sont les prévisions. Alors, est-ce que les marchés sont à leur prix? Donc, si on regarde l'indice Standard & Poor's 500 sur les 20 dernières années, alors on a pris dans la colonne valeur le cours du Standard & Poor's 500, le dernier cours connu de l'année, sauf pour l'année 2022 où c'est le dernier cours connu à ce jour. Et on a dans la valeur linéaire la projection sous forme d'une droite de régression de ces différents cours qui est représentée dans le graphe sous la forme de cette courbe rouge. Donc en orange, ce sont les cours réels, en rouge c'est la modélisation sous forme d'une droite de régression. En l'occurrence ici c'est une régression logarithmique. Ce qui est intéressant de voir, c'est le coefficient de corrélation de 0,89. Ça veut dire que, pour rappel, plus on est proche de 1, plus la corrélation est parfaite entre les deux courbes. Donc ça veut dire qu'on modélise de manière assez proche de la réalité au travers de la courbe théorique. Donc ce cours théorique du Standard & Poor's 500 serait de 3730 à la fin de l'année. On n'en est plus très loin de la fin de l'année, hein, puisque on est le 15 décembre. Et on a un cours actuel de 3896 qui représente un delta, une variation de 4,25%. Donc on pourrait tout à fait encore baisser un peu sur le Standard & Poor's d'ici la fin de l'année. En tout cas, acheter aujourd'hui le Standard & Poor's 500, c'est peut-être pas forcément une bonne idée, puisque en théorie, donc le cours est légèrement supérieur en fait à sa valeur linéaire. Par contre, si on regarde le Nasdaq, alors là, ce sont des cours mensuels sur les 20 dernières années, donc on a un peu plus de points. Là, on peut voir que le Nasdaq, par contre, lui, est en retard, puisqu'il a subi effectivement au courant de l'année 2022 une baisse beaucoup plus forte. On a un delta de 10,55%, donc on peut s'attendre, en tout cas dans les mois à venir, une progression peut-être un peu plus forte de l'indice Nasdaq que l'indice Standard & Poor's 500. On a un coefficient de corrélation de 0,86, donc là pareil, comme le Standard & Poor's 500, la droite de régression théorique a quand même une belle représentation de ce qu'est la réalité. Si on regarde quand même, on a eu une bulle en fait qui s'est créée juste après le Covid et qui est en phase en fait d'être complètement gommée, puisque l'indice revient à peu près autour de sa valeur théorique. Voilà, donc moi pour ma part, j'ai ouvert donc en décembre 2020 mon compte titre ordinaire. Je n'avais quasiment aucune valeur technologique, puisque pour moi les valeurs étaient vraiment surcotées. Par contre, sur le courant de l'année 2022, notamment sur la deuxième partie de l'année 2022, j'ai commencé à rentrer de manière assez forte sur les valeurs technologiques, puisque j'ai profité en fait de cette correction et du fait que les indices, notamment des valeurs technologiques, revenaient à peu près sur des valeurs historiquement correspondant à des valeurs théoriques. Alors si on regarde le compte titre ordinaire et les plus-values au 15 décembre 2022, donc un total de compte de 19 728 €, une plus-value cumulée de 3,306 € et donc des liquidités de 1644 €. Alors j'ai effectué sur le courant de l'année 2022 un apport régulier de 350 € par mois, c'est quelque chose que je vais continuer de faire sur l'année 2023. Et en ce qui concerne les liquidités,
Donc l'une de mes stratégies sur le deuxième semestre de l'année 2022, c'était de conserver des liquidités pour saisir les opportunités. Alors j'avais à peu près 10% de liquidités sur le mois de novembre, pardon, sur le mois d'octobre. Je suis redescendu à 8% puisque j'ai fait des investissements sur la période du 15 octobre du 15 novembre au 15 décembre. Si on regarde du côté de la plus-value de manière un petit peu globale, j'ai depuis le mois de décembre 2020, c'est-à-dire la date d'ouverture de mon compte titre ordinaire, donc j'ai effectué une plus-value de 20,13% sur 24 mois, ce qui me donne, si on ramène sur une progression linéaire de mon rendement, un rendement annuel de 10,6%. Donc mon objectif est de 8% par an, donc on peut voir que malgré une année plutôt mauvaise du côté de la bourse américaine, j'ai quand même réussi à tenir mes objectifs. Je suis même un petit peu en avance sur ces objectifs. Alors si on regarde du côté des transactions, donc j'ai renforcé sur Google, c'est-à-dire la société Alphabet, et j'ai également renforcé sur Amazon. J'ai initialisé donc une position sur un ETF Nasdaq 100. Alors je viendrai un peu plus en détail sur cet ETF. Et puis j'ai allégé mes lignes de portefeuille en vendant Realty Income qui était en plus-value et Paramount Global qui était en moins-value. Voilà, donc je suis sorti de Paramount Global. Donc effectivement, je suis rentré donc sur un ETF Nasdaq 100 puisque je considère que le cours du Nasdaq est légèrement en dessous de sa valeur théorique, à peu près 10%, donc j'en ai profité pour rentrer en fait, initier une demi-position. J'ai acheté 28 ETF à 7,27 €, voilà, pour donc à peu près 200 € en fait d'ETF Nasdaq 100. Alors cet ETF Nasdaq 100 Edge en accumulation, donc ça veut dire quoi? Donc Edge, ça veut dire couvert, donc il ne va pas subir la variation entre l'euro et le dollar. Donc c'est un indice Nasdaq 100 en euros que j'ai acheté. Et en accumulation, puisque tous les dividendes perçus sont réinvestis en fait dans cet ETF. L'intérêt de la partie accumulation, voilà, c'est de ne pas recevoir de dividendes et donc de ne pas être imposé sur ces dividendes. Alors après, si on regarde, c'est un fonds qui est relativement, un ETF qui est relativement récent puisqu'il a été créé en 2019. Et puis on peut voir également donc la performance du fonds par rapport en fait à la performance de l'indice. Alors ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est un fonds en réplication totale physique, c'est-à-dire que dans ce fonds, ce fonds est constitué, pardon, donc des actions réelles en fait du Nasdaq 100. Voilà. Donc s'il y a une action qui rentre dans le fonds, pardon, qui rentre dans l'indice, cette action sera achetée. Si une action sort de l'indice, eh bien l'action sera vendue. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces actions? Alors, on va retrouver sans doute des actions que je possède également en direct, hein, comme par exemple Amazon, Alphabet, Meta, Broadcom, et puis il y a également d'autres actions que je ne possède pas, mais qui sont présentes dans cet ETF, comme par exemple Apple, comme Microsoft par exemple, ou Nvidia, ou Tesla, PepsiCo par exemple, ou Costco dans le retail. Voilà, donc j'ai mis une liste non exhaustive des actions qui composent en fait cet indice Nasdaq 100. Alors pourquoi avoir choisi cet indice? Aussi pour une raison assez simple, c'est que sur DeGiro, cet ETF fait partie
d'une liste d'ETF sans frais de transaction. Donc voilà, si j'en achète ou j'en vends dans le mois, je n'ai aucun frais lié en fait aux transactions associées à cet ETF. Donc c'est quand même assez intéressant. Alors si on regarde l'évolution de cet indice, de cet ETF, donc, qui correspond aussi à l'indice sur un an, donc on peut voir qu'on avait une valeur maximale autour de 10,50 € et une valeur minimale de 6,69 €. Donc on peut voir qu'à 7,27 € on est plutôt sur un bon prix. Et si on regarde l'évolution de l'indice en fait sur les 3 ans, donc on peut voir quand même que globalement on est quand même en croissance sur l'indice. Hein, donc même si l'ETF et l'indice Nasdaq 100 a bien corrigé sur cette année, globalement sur 3 ans, mais j'aurais pu afficher sur 5 ans ou sur une période plus longue, on est bien en croissance. Voilà, donc peut-être que je l'achète encore un peu trop tôt et qu'on aura une correction qui va se poursuivre sur les mois à venir, auquel cas je renforcerai, hein, puisque pour l'instant je n'ai investi que 200 €. Donc je renforcerai au fur et à mesure en fait que l'indice baisse dans le temps, ou si l'indice progresse, je me renforcerai en profitant de baisses temporaires sur cet indice. Alors maintenant, si on regarde du côté du portefeuille, donc je vous ai fait une copie d'écran pour que vous puissiez avoir un ordre d'idée de la composition de mon portefeuille. Je les ai classés en fait par taille. Donc la première ligne c'est Alphabet, voilà, c'est Google en fait. Ensuite vient Gecina, donc là on est plutôt sur de l'immobilier en France. Ensuite le secteur de la santé avec ABB Vie. Ensuite Chevron, donc secteur de l'énergie. Et ensuite Merck également, le secteur de la santé. Donc globalement on a quand même une belle représentation de la diversité de mon portefeuille, de la technologie, de la santé, de l'immobilier. C'est principalement ce qui compose mon portefeuille. Alors on peut voir qu'il y a quand même des sociétés qui ont connu une belle correction, hein. Alors bien sûr Alphabet en fait partie. On va voir, on a également Alibaba hein, qui a très fortement corrigé puisque je suis à moins 33% sur mon PRU. Également Meta, je suis à moins 26%. Alors ce sont deux actions sur lesquelles je ne vais pas renforcer. Ni Alibaba ni Meta Platform. Pour Alibaba, j'ai plutôt opté sur donc la plateforme Amazon, hein, qui est à peu près son pendant français. Voilà, qu'on va retrouver ici à moins 2%. Donc je suis entré très récemment, donc j'ai un prix de revient à 89 $, ce qui est plutôt intéressant. Je renforcerai éventuellement si Amazon continue de baisser. Et puis Unity Software. Alors Unity Software, je pense que c'est une société intéressante sur le long terme. Par contre, elle connaît des fluctuations de cours très très importantes, hein. Vous voyez par exemple ici une variation du cours de moins 9% sur une journée. Voilà, donc il faut avoir le cœur relativement bien accroché. Ou alors une position relativement petite, ce qui est mon cas en fait, hein. J'ai que 200 $ d'investis sur Unity Software, mais je pense que c'est une société qui a un potentiel qui est énorme. Alors si on regarde donc, on a vu la répartition sectorielle. Donc le premier secteur, la technologie, 25%. On est aux États-Unis, donc je pense que la croissance va être portée par le secteur technologique, d'une part. D'autre part, il y a une correction quand même sur l'année 2022. C'est pas écarté qu'on ait une prolongation de la correction 2023, mais en tout cas, on faudra saisir les opportunités puisque je pense que sur les 10 prochaines années, c'est un secteur qui va performer. Donc la partie ETF, 20%, donc je suis encore en dessous de mes objectifs hein, qui sont sur le très long terme d'avoir 50% en ETF, notamment Standard & Poor's 500 et le Nasdaq. Ensuite, les rates, donc tout ce qui est immobilier aux États-Unis, également en France pour 20% à peu près. Ensuite la santé pour 15% et après le reste
qui est relativement peu significatif, le retail, les matières premières et la finance. Et entre les deux, on a l'énergie autour de 10%. Bon, l'énergie qui représente 10% du fait de la surperformance sectorielle des actions d'énergie, notamment Chevron, puisque j'ai fait à peu près un peu moins de 100% sur Chevron. Donc globalement, l'énergie devrait être autour de 5% dans mon portefeuille. Ensuite, si on fait un focus sur la partie ETF, donc 75% de mon portefeuille d'ETF, c'est du Standard & Poor's 500. Ensuite, j'ai à peu près 20%, donc ce sont les matières premières que sont l'or et l'argent, les métaux précieux si vous préférez. Ensuite, 5% un ETF sur les énergies et 1,4% donc sur le Nasdaq 100. Donc je pense que la partie Nasdaq 100 par rapport au Standard & Poor's 500 risque de croître dans les mois à venir. Si on regarde le tableau des dividendes, donc là on a bouclé l'année 2022, donc avec une prévision en décembre 2022 de 21,26 €, ce qui porte le total à 465 €. Donc si je ramène en fait 465 €, alors je ne l'ai pas mis dans la vidéo mais je vais le faire actuellement, donc 465 € divisé par 19 700 €. Voilà, on est sur un rendement de 2,3% en termes de contribution des dividendes à la performance du portefeuille. Donc on peut voir qu'un portefeuille qui est performant à 10%, les dividendes donc contribuent à hauteur de 2%. Donc ça veut dire que la plus grosse partie de la performance du compte titre ordinaire est notamment liée aux titres eux-mêmes qui ont performé sur les 24 derniers mois. Alors bien sûr, le montant 465 €, c'est un montant brut. Il faut retirer à peu près 30% d'impôts dessus. Donc ça fait qu'en net, je vais tourner autour de 300, à peu près 300 €, un petit peu plus, 300, 310. Donc ça fait de l'ordre de 26-27 € par mois de dividendes net. Donc bien sûr, pas suffisamment pour me permettre de vivre de mes dividendes. Alors, la stratégie sur H2, donc si je reviens sur la stratégie, donc sur H2, c'est-à-dire sur la fin de l'année, rester liquide. Donc effectivement, j'ai gardé une poche de liquidité. C'était renforcer Meta, Alphabet, Standard & Poor's 500, donc j'ai renforcé Alphabet, Alphabet. En cas de fort repli, alors il y a eu un léger repli, donc j'ai quand même renforcé Alphabet, qui est ma première ligne. Ensuite, je me suis allégé sur Realty Income et Paramount Global. Alors même si Realty Income c'est une très bonne entreprise, j'estime que pour l'instant j'ai pas besoin de revenus mensuels. Voilà, donc j'ai plutôt préféré, on va dire, basculer mon investissement plutôt sur un ETF qui va, j'espère, connaître sur les 10 prochaines années une progression beaucoup plus forte que Realty Income, quitte à ce que dans 10 ans, je revende mon ETF et que j'investisse l'ensemble de cette somme à nouveau sur un revenu régulier que peut représenter l'action Realty Income. Paramount Global, bon, j'étais rentré à peu près en septembre, je crois, sur cette société. Bon, j'étais en relativement forte moins-value, voilà, je suis sorti. Voilà, j'étais rentré un petit peu en suiveur par rapport à Warren Buffett notamment, mais sans vraiment beaucoup de conviction sur cette action. Elle va peut-être performer dans les prochaines années, bon, c'est pas grave. Globalement, la vente de Realty Income a compensé la moins-value sur la vente de Paramount Global. La liquidité, donc à peu près 8%, ce qui me permettra
sur l'année 2023 avec les apports réguliers que je vais faire de 350 €, de profiter éventuellement de la prolongation de la baisse des indices américains pour me renforcer soit sur certaines valeurs, notamment les valeurs technologiques, soit de renforcer sur mes ETF. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Au revoir.